Qui va acheter une sculpture comme ça à 1000 $? Pas de réponse, en général pas. Pourquoi continuer? Parce que j'aime ça. Bihan en breton, ça veut dire petit. Donc je suis d'origine française, du Finistère-Nord, maintenant canadien, établi au Canada depuis 11 ans. Quand j'étais à l'école, j'étais bon en art, j'étais bon en sport, j'étais bon en géographie, j'étais relativement bon en histoire, mais pour le reste, j'étais nul. Donc, en gros, je me suis retrouvé un petit peu hors de la maison à 16 ans, à peu près 16 ans. J'ai même pas fini ma 5e. Et puis mon père m'a donné un grand coup de pied au derrière, il m'a dit « va travailler ». Je suis parti dans la restauration. Et puis, j'ai voyagé l'Europe. Et ensuite, j'ai décidé de partir en Amérique du Sud. En guise de quoi, j'ai fini aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai fait 6 mois de train de marchandises, $1 en poche, du stop, etc. J'ai fait 25 États. Pendant ce voyage, j'ai eu quelques révélations. J'ai rencontré beaucoup d'artistes, parce qu'en général, quand tu vis la vie de bohème, tu rencontres des artistes. Puis au début, j'écrivais un journal. Du journal, j'en ai fini en dessinant à longueur de journée. Je suis arrivé à San Francisco où j'avais le plus d'adresses. Je me suis installé à San Francisco. Donc j'avais toutes les filles du monde. Et puis une de ces filles est devenue la mère de mon fils. Donc cette personne, Marcella Torres, était à San Francisco City College. Et elle m'a dit, Luc, écoute, tu organises des séances de modèles. Donc j'organisais ça en fait, comme ça, parce que j'aimais bien dessiner ça. Viens prendre des cours au collège. C'est gratuit. Et puis je te présente. Et puis viens au moins essayer. Donc en guise d'essayer, je suis resté 2 ans et demi à plein temps. Et puis j'ai gagné une bourse à San Francisco Art Institute en tant que peintre. Donc pour moi, j'étais artiste. Artiste prétentieux, je dois le dire. Parce que du coup, c'était un petit peu ma carte de visite. Donc je suis arrivé en France, artiste prétentieux. Mon fils est né, je suis obligé de travailler dans un restaurant. Et puis finalement, j'ai trouvé un boulot assisté par ordinateur dans l'animation. Et là, j'ai commencé une carrière de 14 ans. Et puis j'ai travaillé pour une compagnie canadienne, Nelvana, à Paris. Ils étaient très contents de mon boulot. Ils avaient des sous, les moyens, et puis ils cherchaient des directeurs, donc ils m'ont invité à venir au Canada. Donc moi, ça me plaisait beaucoup, parce que je me suis jamais bien senti à Paris, et ça s'explique un peu dans mon art. Mon art à Paris était très tourmenté. J'arrivais pas à recréer la beauté féminine, par exemple. Le portrait d'une femme, je pouvais pas le faire. Je suis arrivé à Toronto, j'ai recommencé à sculpter un petit peu dès que j'avais un peu de temps. Et puis j'ai fait 2 portraits coup sur coup de femmes. Une de mémoire, une autre d'après-modèle. Et c'était magnifique, quoi. Donc j'ai retrouvé un petit peu l'esprit que j'avais à San Francisco. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et là, j'ai fait 2 années sabbatiques en sculpture, qui m'ont coûté très très cher, puisque j'ai rien vendu. Donc finalement, je me suis retrouvé vraiment à la rue. Mais en gros, j'ai passé 6 mois tout seul. J'ai hiberné. Je travaillais dans un restaurant où je gagnais un tout petit peu de sous, suffisamment pour payer le loyer. Et puis, j'ai arrêté de sculpter. Par contre, j'ai beaucoup écrit. Et j'ai fait un peu le point. Et en faisant le point, l'idée m'est venue de créer un atelier collectif. J'avais à peu près 20 artistes qui étaient intéressés. J'avais trouvé un super local. Mais de 20, on est tombé à 10. De 10, on est tombé à 5. De 5, on est tombé à 2. J'avais l'endroit. Magnifique. Absolument fantastique. Mais mon copain, il m'a tapé sur l'épaule. Il m'a dit, Luc, I don't think you should do it. Donc, il avait raison. Donc, j'ai arrêté. Donc, encore plus de déprime, bien sûr.
petit boulot. J'ai continué à écrire mes trucs, j'ai continué à faire mes petits croquis, j'ai continué à écrire mes philosophies. Et puis à un moment donné, je me suis un petit peu secoué. J'ai un copain qui m'a dit « Luc, quand même, tu devrais au moins aller voir les filles. Tu vois, c'est un minimum que tu puisses faire. » Et puis je me suis dit « Oh bon, je vais organiser une séance d'après-modèle que je faisais à Paris, que j'ai fait à San Francisco. » Donc je me suis dit « Je vais organiser ça ici à Toronto. » Donc j'ai commencé à appeler les modèles. Et une des modèles est arrivée et elle m'a dit « Ah non, je ne suis pas libre avant 3 mois et demi. » J'ai dit « 3 mois et demi, t'es qui toi? T'es une star ?» Elle parlait français. Donc elle m'a envoyé une photo, une jolie noire jamaïcaine, plantureuse, magnifique. Donc je lui ai répondu, je lui ai dit « Je t'aime. » Tu sais, comme on plaisante, tu vois. Donc on s'est vus et puis le lendemain, elle habitait avec moi. Et puis on a discuté, puis elle a commencé à ouvrir mes calepins, et puis elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ton talent. » Elle adorait les artistes, elle adore toujours les artistes. « Il faut que tu fasses de la sculpture, il faut que tu crées ton école. » Je dis « Ah, mais j'ai un projet d'école, je peux le faire. J'avais l'idée de créer un atelier. » « Mais crée ton école, crée Luc Sculpture. » Donc l'école s'appelle Luc Sculpture, School and Studio, School à Studios en breton. On a les camps de vacances, camp de vacances, ça commence le matin de bonne heure, 9h, ça finit à 4h30, les parents ont jusqu'à 5h pour venir les chercher. Donc on a 4 activités dans la journée, 2 le matin, 2 l'après-midi. En général, le matin, c'est plutôt dessin craft, c'est des ateliers. On leur donne un sujet, on essaie de varier les sujets, évidemment. L'après-midi, c'est plutôt de la 3 dimensions. Donc, il y a toujours de l'argile tous les jours, puisque ça s'appelle Luc Sculpture. Donc, moi, je suis sculpteur sur argile, donc c'est vraiment mon thème principal. Mais on fait du papier mâché, on fait des objets trouvés, on fait toutes sortes de choses. La philosophie de l'école, c'est d'être écolo. Donc, on essaie de faire... de motiver les enfants à faire quelque chose avec du matériel qui soit naturel. Ça, est-ce qu'on peut... Je me suis inspirée de rien du tout, c'est juste mon imagination. Et là, j'ai pris du papier pour faire ça. C'est différents papiers qui ont été repris de magazines ou d'autres choses et qu'on se sert pour faire ça. Voilà. On ne fait pas de publicité déjà, donc c'est que du bouche à oreille. Pour la simple raison que je ne crois pas en la publicité. J'aime que les gens en parlent et puis viennent parce qu'ils en ont entendu parler. Donc ça fait 3 ans et demi qu'on a l'école. Il arrive qu'on ait beaucoup d'enfants, il arrive qu'on ait très peu d'enfants. Mais c'est un petit peu comme ça que j'aimerais bien que ça se passe, parce que la mentalité des gens, c'est que s'ils viennent avec un tabage avec beaucoup de publicité, ils vont peut-être penser que c'est un peu préconçu, blablabla, quoi. Donc il y a d'autres établissements qui font mieux que nous, mais ceux qui viennent ici s'en souviennent. Donc c'est ce qui m'intéresse. Tu as ton nez qui va jusque là. Ça c'est ta bouche. Là tes joues. Les joues sortent un peu. C'est tranquille parce que les enfants aiment l'argile. L'argile c'est thérapeutique puisque c'est de l'énergie naturelle. C'est Mère Nature qui nous parle, donc c'est très relaxant. C'est aussi plaisant de s'amuser avec l'argile. C'est difficile à expliquer. Les gens ne se rendent pas compte vraiment que l'argile, ça a une énergie naturelle. L'énergie naturelle, c'est un peu comme la différence entre un être humain vivant et un être humain mort. Donc c'est une énergie vivante.
La seule différence, c'est que nous avons un laps de vie, mettons, de 100 ans, si on a vraiment beaucoup de chance, mais c'est relativement court, comparé à la formation de l'argile qui peut prendre des millions d'années. Donc, quand on joue avec l'argile, on joue avec des millions d'années. Il y a très peu d'éléments sur la Terre qui ont cet âge-là. Donc, c'est calmant. Je pense que les enfants sont créatifs, naturellement. On est créatif, naturellement. La créativité, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre avec l'âge, parce que on va à l'école, on commence à entendre des noms, fais pas ça, comporte-toi comme ci, pas comme ça. Quand on est adulte, on doit suivre des ordres, des lois, des règles. On doit imposer une certaine culture, une certaine manière de se comporter. Tout ça, ça met en fait un peu trop de bâtons dans les roues à cette chère créativité qu'on avait quand on était tout petit. Donc, ce que j'essaie de leur apporter, je veux qu'ils s'amusent. Je veux vraiment qu'ils s'amusent. Mais c'est bien, continue. J'impose rien. On projette, si tu veux, une idée de construire quelque chose, de faire quelque chose de particulier. L'approche, la façon dont ils veulent le faire, ça ne tient qu'à eux. Et je veux leur laisser le plus de liberté possible. Donc les résultats sont souvent imprévisibles. Et je l'aime comme ça, parce que l'enfant s'exprime vraiment aussi librement que possible. Donc je ne crée pas de contraintes. Je ne juge pas ce que les enfants font, ni les adultes d'ailleurs. Et les enfants aiment ça, parce qu'ils ont une totale liberté. En plus, ils sont dans un élément qu'ils connaissent, c'est-à-dire la créativité. Et ça marche. Mon père m'a apporté en fait cette liberté dans l'art. Il a cette liberté dans l'art, il se sent très très confortable parce qu'il arrive de rien à faire énormément de choses. Les étudiants apprennent de lui une indépendance de pensée avec les matériaux. Et ça, c'est la philosophie de travail de Luc. Je sors pas souvent d'ici parce que je fais un peu tout, je suis l'homme à tout faire. Donc quand je dis l'homme à tout faire, je balaye, je fais les toilettes, je mets le papier toilette, je nettoie les vitres. Qu'est-ce que je fais? Je fais la cuisine, je m'occupe des enfants, je m'occupe des adultes. Je fais les prospectus, je mets les cours en place, je bouge les tables, je bouge les chaises, je parle aux clients, etc. Je fais tout, quoi. Donc, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur et très peu de temps à sculpter pour moi. Donc, je suis très occupé. Mais si je suis pas là, je peux fermer la porte, en gros, quoi. C'est 7 jours sur 7, 12 heures par jour et depuis 3 ans et demi. We have a bunch of kids, some more kids coming at 10. And they're staying until 3. Après 5 jours de camp de vacances, j'ai besoin de ça un peu toute la journée, pour pouvoir tenir le coup. Son agenda est rempli à bombe, il a tellement de choses à faire que c'est devenu son travail. C'est son rêve d'artiste qui devient réalité. Première chose, cette école, cet édifice n'a pas permis à Luc de s'exprimer comme il se peut exprimer. La première année, j'ai perdu beaucoup d'argent, puisque j'avais pas d'étudiants, presque. Et puis, j'étais vraiment stressé comme pas permis. Mon père m'a aidé, heureusement. Mon père est toujours là. On se demande quand est-ce qu'il va arrêter. Mais mon père m'a maintenu cette école ouverte. Donc, j'ai fait ce que je devais faire. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus emprunter des sous. Donc, j'étais travailler ailleurs. Donc, j'étais travailler dans ce que je sais faire le mieux, la restauration. Batifol, c'est juste à côté, donc c'est à quelques coups de pédale. Et puis, ça m'a permis de maintenir ce building ouvert pendant à peu près 1 an et demi. Ça veut dire que 3 soirs par semaine, voire 4 soirs par semaine, tu vas travailler ailleurs. Ça veut dire que pendant pratiquement 4 jours, tu n'es pas là. Et puis, tu es obligé de compenser le boulot. Donc, quand je te dis 12 heures par jour, 7 jours par semaine, c'est ça, et ça arrête